Est-ce que la photographie a déjà vraiment changé quelque chose? Cette question, c'est celle qui revient tout au long de cette série en 3 épisodes. Une étude sur le pouvoir de l'image, mais aussi de ses illusions. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'écouter le premier épisode dédié à Lewis Hine, je vous recommande de le faire avant de poursuivre. Hine est le point de départ de notre histoire, un photographe qui croit que montrer des images peut faire changer les institutions. Un homme qui a raison, du moins en partie, car sa certitude a un coût que personne ne pourra jamais lui rembourser. Ici, nous avançons dans le temps, nous laissons derrière nous les filatures de coton du sud américain pour nous rendre à New York dans les années 60. Là où Hine voulait persuader, la photographe dont je vais vous parler maintenant recherche quelque chose de différent, à la fois de plus ambigu, de plus personnel, et peut-être même de plus risqué. Et elle va nous poser la question à laquelle Hine n'a jamais pensé. Pourquoi rendre quelque chose visible si celui qui regarde ne fait rien de ce qu'il voit? Mais avant de continuer, je voulais prendre plus librement la parole pour vous expliquer d'où vient cet épisode qui s'inscrit dans le podcaston. Le podcaston, c'est une semaine pendant laquelle des créateurs de podcasts francophones consacrent leur émission à une association qu'ils soutiennent. De mon côté, j'ai décidé de soutenir la Maison de la photographie de Lille, une association qui depuis plusieurs années fait de la médiation en photographie. Elle met notamment en place des expositions et des ateliers photos dans les quartiers auprès des associations et des écoles dans la région Hauts-de-France. Et ce, pour toucher des personnes éloignées de la culture, telles que des jeunes élèves et des personnes en situation de vulnérabilité sociale. Tout cela motivé par la conviction que tout le monde devrait pouvoir profiter de l'art visuel. Parce que comprendre une photo et savoir en prendre une soi-même, c'est une façon de gagner en liberté. Et c'est ainsi qu'ensemble, avec la Maison de la photographie, nous avons décidé de choisir communément la thématique de cet épisode, pour prendre le temps, ensemble, d'analyser le pouvoir des images, la responsabilité d'un regard et la question de qui a le droit de voir et d'être vu. Ces questions sont celles que cette association pose chaque jour, en discutant avec des personnes qui n'ont peut-être pas connu les photographes que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, si vous voulez les aider, je vous propose de cliquer sur le lien indiqué dans la description de cet épisode. Vous pouvez visiter leur site internet, découvrir leur programme, faire un don ou tout simplement leur rendre visite si vous êtes à Lille. Je vous remercie sincèrement pour le soutien que vous leur apporterez et je vous souhaite une agréable écoute. Je suis Élodie Bonin et vous écoutez Nicéphore, le podcast qui vous plonge dans l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans votre créativité. Retrouvons-nous donc à New York en 1962. L'Amérique est actuellement plongée dans une frénésie de consommation et elle a accompli quelque chose d'incroyable. Elle est parvenue à uniformiser les envies. Elle a décidé de ce qui est beau, normal, de ce qui mérite d'être montré, mais aussi, à défaut, de ce qui doit rester caché. Les personnes de petite taille, celles qui se travestissent, mais aussi les personnes souffrant de troubles mentaux, et puis les personnes âgées qui pratiquent le naturisme. Alors bien sûr,
Ils existent. Ils habitent les villes, les appartements et les maisons. Ils mangent, rient et vieillissent. Et dans la presse, dans les médias, la télévision, et qui plus est dans les galeries d'art, on ne les voit jamais. Et pour cause, ce sont des personnes que la modernité préfère ignorer, car elles représentent l'imperfection, la fragilité, l'écart par rapport à la norme que le progrès est censé avoir effacée. Car historiquement, ces corps, dits atypiques, n'ont eu droit qu'à un seul type de regard, celui des institutions. En médecine, on prend des photos pour les documenter comme des cas. En psychiatrie, on les classe, et la police, quant à elle, les enregistre. Ces corps se retrouvent donc dans ce que le sociologue Alan Sekula nomme l'archive de l'ombre, un vaste répertoire visuel et pourtant invisible où les corps différents sont étiquetés pour mieux être neutralisés. Alors oui, ils sont là physiquement, mais on ne les voit pas dans le paysage politique et encore moins dans le paysage culturel. Et puis, la contre-culture est apparue, accompagnée de la guerre du Vietnam qui confronte chaque jour les Américains à des images de mort et de souffrance. Les luttes pour les droits civiques attirent également l'attention sur la politique. C'est donc en raccord avec cette période de chamboulement et d'effervescence que de jeunes photographes comme Gary Winogrand, Lee Friedlander et surtout Diane Arbus choisissent de diriger leurs appareils photo vers des sujets que tout le monde préfère éviter, mais avec une intention complètement différente de celle de Hine. À cette période, Diane Arbus vient tout juste de se détourner de la photographie de mode pour diriger son regard vers les quartiers périphériques de New York. Et sa façon de faire est complètement inédite. Elle passe du temps avec ses sujets pendant plusieurs semaines, voire des mois. Elle s'assoit à leur table pour construire quelque chose qui ressemble à une relation. Et puis, elle ne cherche pas à persuader. Elle cherche, selon ses propres dires, à savoir, pour comprendre le monde tel qu'il est, aussi merveilleux qu'effrayant, avec ses défauts apparents et aussi ses beautés cachées. Ces photos ont un style propre à elle, des personnages atypiques qui regardent frontalement l'appareil photo dans des décors simples mais toujours un peu originaux. Et c'est en regardant ces photographies qu'on peut se remémorer Roland Barthes et ses notions de studium et de punctum. Là où Heine captivait uniquement par le studium, Arbus agit sur les deux niveaux en même temps. Et c'est justement cette dualité entre le studium et le punctum qui rend ces clichés si dérangeants. On peut les lire d'un point de vue culturel, en comprenant qu'Arbus photographie des personnes en marge de la société, en tenant compte du contexte social des années 60. Pourtant, dans quasiment chaque photographie d'Arbus, on peut voir quelque chose qui ne rentre pas tout à fait dans cette interprétation. Prenons pour exemple la célèbre image des jumelles que la photographe capture en 1967 à Roselle, dans le New Jersey. Ici, ce n'est pas le fait que les deux petites filles soient en tout point identiques qui nous donne une sensation d'inquiétude, mais plutôt la subtilité du regard qui rend cette symétrie totalement dérangeante. Le punctum, selon Barthes, c'est ce qui vous pique à vif, avant même que votre cerveau ait eu le temps de trouver les mots pour l'exprimer. Et si vous pouvez le nommer précisément, c'est que ce n'est déjà plus tout à fait un élément qui touche profondément. Chez Arbus, ce détail qui accroche le regard apparaît souvent grâce à la tension entre le sujet et son environnement. Ce n'est pas le fait d'être différent qui blesse le personnage, mais le fait d'être comme tout le monde. Et ce tout le monde, c'est le décor qui l'entoure et qui se trouve être tout à fait ordinaire. C'est cette banalité qui pousse donc le spectateur à se questionner sur lui-même.
Et c'est là que nous pouvons faire intervenir la théoricienne israélienne Ariella Azoulay, avec un concept qui pousse encore plus loin notre réflexion. Dans son livre Le contrat civil de la photographie, paru en 2008, elle avance une idée qui change complètement la donne. Pour elle, la photographie n'est pas un objet, mais plutôt une sorte de pièce de théâtre politique avec trois personnages, le photographe, le sujet photographié et le spectateur. Ces trois personnes constituent ce qu'elle appelle une citoyenneté de la photographie. Pour être plus clair, tournons-nous vers les sujets d'Arbus. Aussi atypiques soient-ils, ils ne sont pas passifs, car en posant et en regardant l'objectif, ils s'adressent directement au spectateur, et cela en affirmant activement leur position dans le monde. Car se laisser photographier frontalement, s'éclamer haut et fort, «Je suis là, tu ne peux pas agir comme si je n'existais pas». En d'autres termes, poser face à l'objectif d'Arbus devient un acte politique. Quant à Arbus, elle n'est que le témoin éphémère de cette rencontre. Oui, elle déclenche, mais cela ne fait pas d'elle la détentrice de l'image, et cela parce qu'elle enregistre quelque chose qui lui échappe en partie. Et puis, n'oublions pas le spectateur, qui est loin d'être exempt de responsabilité. Parce que voir une photo d'Arbus, la consommer comme une œuvre d'art ou une curiosité esthétique, c'est une action passive. Mais la regarder, vraiment, c'est se mettre à la place du photographe dans le contexte du déclenchement. C'est percevoir la personne photographiée dans toute son humanité et sa dignité. C'est saisir ce qu'elle attend de vous. Si le spectateur voit les sujets d'Arbus comme des monstres ou des curiosités, il contribue à la marginalisation de ces personnes. Mais en les considérant comme des membres de la même communauté, il contribue à restaurer leur dignité. En fait, tout repose, dit Azoulay, sur ce que le spectateur choisit de faire avec ce qu'il voit. Et c'est maintenant que nous pouvons permettre à Martha Rosler de revenir tout chamboulée. Dans son essai In, Around and Afterthoughts de 1981, la théoricienne américaine pose une question percutante qui a profondément marqué le monde de la photographie documentaire. Qui regarde qui? Et son verdict est sans appel. Dans le cas des photographies d'Arbus, c'est le spectateur bourgeois qui observe les marginaux, un spectateur qui cherche davantage à consommer l'image plutôt qu'à poser un acte politique concret. Il observe la marginalité depuis une position confortable, protégé derrière la vitrine d'une galerie ou les pages d'un livre d'art. Ce regard donne une dimension presque magique à des situations sociales comme la pauvreté, le handicap ou les orientations sexuelles non conventionnelles. Il y a quelque chose de fascinant, de curieux, voire même d'exotique. Et ce spectacle a une utilité bien définie. Il permet au spectateur de renforcer sa position sociale en le rassurant. Le rassurer sur le fait qu'il est normal, que ces personnes, ce sont eux, pas nous. Observer les personnes marginales photographiées par Arbus, selon Rosler, c'est comme, et je cite, gratter une démangeaison. Sur le moment, ça apaise, mais sur le long terme, ça ne change rien. Quant à Arbus, Rosler ne mâche pas ses mots. Les nains, les travestis, les nudistes, elle les fige dans une pose comme si elle les avait épinglés, comme des papillons dans une collection. Elle les retire de l'archive de l'ombre pour mieux les exposer dans une autre vitrine. Le point de vue médical ou policier est remplacé par le regard esthétique. Mais en fin de compte, le sujet reste toujours l'objet. Il ne dit rien, il ne revendique rien. Il est vu. Il y a comme une tension non résolue ici. Diane Arbus n'est ni voyeuse ni militante, elle est quelque chose de bien plus ambigu et de bien plus troublant. Une photographe qui pense que montrer suffit pour reconnaître.
que rendre quelque chose visible, c'est lui donner de la valeur. Et c'est peut-être là sa limite principale. Dans son livre sur la photographie publié en 1977, Susan Sontag exprime le problème de manière très précise et en ces termes. La sympathie que nous éprouvons devant ces images peut être une réponse inappropriée qui proclame notre innocence tout en confirmant notre impuissance. Regarder ne suffit pas, se sentir ému ne suffit pas non plus. Et le pire, c'est que l'émotion peut même nous empêcher d'agir, car elle nous donne l'impression d'avoir déjà fait quelque chose. Diane Arbus décède en 1971, laissant un héritage qui a changé à jamais l'histoire de la photographie documentaire. Elle lui a redonné une dimension artistique, reconnue même par les institutions culturelles les plus renommées. Et pourtant, malgré cela, sa photographie ne modifie aucune structure, ne change aucune loi, elle ne donne pas de voix réelle à ceux qu'elle a photographiés. Ces marginaux sont maintenant des icônes emblématiques, mais pas encore des citoyens à part entière. Alors voilà où nous en sommes maintenant. Hein croyait en l'importance des preuves, mais malheureusement, la Cour suprême conservatrice a annulé ces preuves avant qu'il ne décède dans la pauvreté. Arbus, elle, croyait en la force du regard. Elle a vu ces marginaux devenir des objets de consommation esthétique pour les classes moyennes cultivées. Deux façons différentes de se tromper sur les capacités pleines et entières de la photographie. Mais il nous reste encore une troisième histoire à raconter. Une histoire qui va bien au-delà de l'engagement et qui se termine d'une manière inattendue pour tout le monde. Au Japon, en 1971, l'année où Arbus décède à New York, un photographe américain s'installe dans un village de pêcheurs affecté par le mercure. Ils mangent la nourriture contaminée et il habite dans leur maison, et tout cela pour perdre la vue des suites d'une agression. Et pourtant, ces photos vont réussir là où celles de Hein et d'Arbus ont échoué, à savoir obtenir une véritable condamnation judiciaire effective et des réparations tangibles pour les familles brisées. Mais à quel coût? Et quels sont les angles morts de cette histoire? Le photographe qu'il nous reste à découvrir s'appelle William Eugene Smith. Et je vous donne rendez-vous tout de suite dans la dernière partie de cette série pour découvrir son récit. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nice est fort. Si toi, cher auditoriste, tu as aimé cette plongée dans le pouvoir et les limites de la photographie, n'hésite pas à mettre des étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Cet épisode a été réalisé dans le cadre du Podcaston, cette semaine où des podcasteurs se mettent au service d'une cause. Alors, merci à eux pour cette initiative et merci à toi de l'avoir soutenu en écoutant jusqu'ici. L'association que j'ai choisi de parrainer cette année, c'est la Maison de la photographie de Lille. Si ce que nous avons exploré aujourd'hui t'a touché, si tu crois toi aussi que l'image peut être un outil d'émancipation, alors soutenir leur travail, c'est une façon concrète de tenir ta part du contrat. Tu trouveras leur lien directement en description de cet épisode. Tu peux aussi retrouver Nice est fort sur Instagram et TikTok pour poursuivre la discussion et découvrir encore plus de contenu sur l'histoire de la photographie. Toutes les références de cet épisode sont également disponibles en description. Prends soin de toi et souviens-toi, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.